Donc bienvenue à tous. Je suis Clément Sage, trésorier de l'association Lyon Data Science qui essaye de promouvoir la donnée autour de Lyon. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour un meet-up en visio. Et nous souhaitons remercier tout d'abord nos sponsors qui sont Datalio, Esquire et Upfluence. Le meet-up d'aujourd'hui est animé par Dominique Marais et portera donc sur l'efficacité réelle d'un test de catégorisation. Donc je te laisse te présenter Dominique et poursuivre avec ton meet-up. Ça marche, merci Clément. Oui, bonjour, donc Dominique Marais, j'ai bossé, disons, une trentaine d'années en intelligence artificielle, principalement des applications utilisant des technologies linguistiques, plutôt sur les textes, donc en extraction d'informations, en recherche d'informations spécialisées, traduction automatique. Donc, disons que dans les deux premiers tiers, c'était essentiellement sur des applications avec de la linguistique embarquée. Et le dernier tiers, c'était sur des projets data science un peu tous azimuts. Moi, j'ai une boucle de son là qui revient. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Donc voilà. Alors, l'objet de cette présentation qui va être assez concise, je suppose qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont envie de profiter des beaux jours de la fin du confinement pour aller boire un verre ou quelque chose. Donc, ça va être assez bref. Donc, ça porte sur une propriété ou un petit problème que vous avez déjà rencontré dans vos activités data science ou que vous rencontrerez, c'est obligatoire. Donc ça porte sur l'efficacité réelle d'un test. Alors ça veut dire quoi, l'efficacité réelle? Ça veut dire que quand on met au point un logiciel de catégorisation, alors là les exemples c'est en catégorisation binaire, mais ça peut être sur des catégorisations plusieurs catégories. Lorsqu'on met au point un test de catégorisation par apprentissage supervisé, donc en fait on suit l'évolution de son apprentissage et on livre le produit final avec des indicateurs de qualité. Tes slides sont bloqués en fait, je sais pas Dominique, je sais pas si. Pardon? C'est resté bloqué à la slide numéro 1, je sais pas si c'est normal. D'accord. Non, tu as raison de m'interrompre, alors attends. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais couper la présentation et je vais la relancer. Deux secondes. Ça Ouais, arrive. pas de problème. Voilà. Là, c'est bon, là, on a le deuxième? C'est bon là, on a le deuxième slide. D'accord. Oui. Donc en fait, alors mise au point d'un test de catégorisation en apprentissage supervisé. Donc le test, de toute façon, le logiciel est livré à la fin avec des indicateurs que vous avez calculés tout au long de la mise au point. Par exemple, du type rappel, précision, des choses comme ça, quoi. Et la question que je voudrais qu'on se pose ici là, pendant le quart d'heure qui va suivre, les 10-15 minutes qui va suivre, c'est est-ce qu'on peut utiliser les valeurs de ces indicateurs? Par exemple, je sais pas, voilà, on a une fiabilité de 90%. Est-ce que ces indicateurs, ces numériques, nous donnent en fait correspondent à la probabilité que l'on a de présenter un objet au catégoriseur et de voir qu'il affiche la catégorie, je sais pas, la catégorie 1 ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un lien entre l'indicateur numérique qu'on a calculé et cette probabilité?
Alors, pour faire plus simple, pour faire beaucoup plus simple et plus concret, je vais commencer par cette question. Alors, c'est dans le contexte voilà, des choses qu'on a vues pendant 1 an et demi, hein, un test de dépistage d'une maladie. Bon, c'est un test de catégorisation. Soit on est positif, donc on a a priori la maladie en question, soit on est négatif, on l'a pas, quoi. Et le problème se présente comme ça. Donc, on a un test de dépistage d'une maladie qui est fiable à 99%, admettons. Ça n'existe pas, c'est jamais aussi fiable, mais admettons. Alors, qu'est-ce que c'est que fiable? Ça veut dire quoi, fiable? Alors, si c'est appliqué à quelqu'un de malade, donc dans 99% des cas, le test rendra un résultat positif. S'il est appliqué à quelqu'un de sain, dans 99% des cas, le résultat du test sera négatif. Donc, ça correspond à des indicateurs de rappel. Hein. C'est un indicateur de rappel. Bon, voilà, donc c'est clair. La question qui se pose, c'est celle-là. Toto passe le test. Son test est positif. Et la question, c'est quelle est sa probabilité d'être malade? Donc, on a les indicateurs qui ont été calculés au moment de l'apprentissage, de la mise au point. Il y a un individu, un objet qui passe le test. Il est positif, ou il est de catégorie C1, si vous voulez, et quelle est sa réelle probabilité d'être positif. Donc, je vous laisse 10 secondes, 10-20 secondes, comme ça, juste donner une réponse dans votre tête intuitive à cette question-là, et puis on passe à la suite, on analyse tout ça, quoi. Donc voilà, donc en fait, normalement, si on y va tranquille, hein, on dit, voilà, si je passe le test, il est positif, le test est fiable à 99%, donc j'ai 99% de chance d'être malade. En fait, on va voir que non. En fait, on n'a absolument aucune idée de la probabilité que Toto soit réellement positif. On ne peut pas conclure. Oui? Non, je n'ai pas la caméra activée, justement. Ouais. Ok, c'est bizarre alors, parce que du coup les slides restent pas en fait. Ah là c'est mieux, là, j'ai l'impression que c'est stabilisé. On va repartir comme ça. Ah non, ça. Bon, on va faire comme ça, mais c'est vrai que c'est assez dur à suivre. Je sais pas si ton écran il saute ou. Non, moi ça saute pas, non. Ok, bon on va continuer comme ça, mais c'est vrai que c'est pas très agréable, mais on va continuer comme ça. Je te laisse poursuivre. Ouais, non, mais t'as raison de. Ouais, je sais pas ce qu'il y a avant. Donc en fait, la réponse c'est en fait on ne peut pas conclure. Hein, quelle est sa probabilité d'être malade? On ne peut pas conclure. Alors donc l'analyse du problème c'est la suivante. Donc on a une personne ou une population d'objets qui se présente à l'entrée d'une boîte noire ou une boîte grise, c'est le logiciel de catégorisation. Et puis il y a une sortie test positif. Et donc la question qui se posait, c'était connaissant la fiabilité du catégoriseur telle qu'elle a été définie, est-ce que le fait de sortir positif nous indique qu'on a tel pourcentage de chance d'être réellement positif ou pas? Donc la réponse c'est non, et on va voir pourquoi. En fait, si on analyse le problème en essayant de coller aux données que l'on a, c'est-à-dire aux indices de fiabilité du test, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une personne qui rentre ou une population d'objets, et puis ces personnes ont soit la maladie, donc soit sont de catégorie plus positive, soit de catégorie négative. Et puis pour la population qui est positive, dans 99% des cas, le test sera également positif. Mais ce qu'on voit ici en bas, là, c'est que la population qui est de catégorie négative,
dans 1% des cas, sortiront aussi avec un test positif. Donc en fait, le fait de sortir avec un test positif, il y a deux cas possibles, soit on est réellement positif, soit on ne l'est pas. Donc du coup, la probabilité d'être réellement positif avec un test positif, on pourrait l'évaluer par le nombre de vrais positifs sur le nombre total qui sortent avec un test positif. Pareil pour les négatifs. Et la question qui suit, c'est comment on fait pour estimer ces nombres, quelle est la donnée, le paramètre qui manque. Et en fait, ce qui manque, c'est la probabilité a priori d'avoir la maladie, ou si traduit dans une problématique data science de catégorisation, la probabilité a priori que les objets présentés soient de catégorie C1 plutôt que C2 par exemple. Donc si on repart sur le diagramme de tout à l'heure, donc en fait ce qui nous manque ici pour faire notre calcul final, c'est-à-dire quel est le nombre de vrais positifs par rapport à l'ensemble des positifs, ce qui nous manque, c'est la distribution de départ, comment la population en entrée va se répartir en personnes qui sont réellement positives ou personnes qui sont réellement négatives. C'est bon jusqu'à là, ça suit, Clément, les slides, c'est bon? C'est juste que c'est toujours un peu saccadé, mais bon, D'accord. ça se suit. Avec ton discours, on s'en sort. Okay, donc voilà, c'est ce qui manque pour conclure. Hein. La question c'était, je passe le test, il est positif, parce que la probabilité que je sois positif réellement, c'est la même chose que la fiabilité de départ ou pas, donc on ne peut pas savoir, parce que ce qui manque, c'est ça. Et si on a ça, tout devient clair. Hein. Donc là, ce que j'indique par TMP, c'est taux moyen de personnes positives. C'est le taux moyen de positifs dans la population. Et 1 moins TMP, c'est le taux moyen de personnes négatives. Donc avec ces indicateurs sur le réseau, donc là, si on connaît... Alors, si on a une seule personne en entrée, là, on obtient après des pourcentages de personnes. Voilà, sinon, on prend une population de 100 000 personnes en entrée. Et donc, on peut calculer des effectifs en sortie et puis répondre à la question. Et il n'y a que en connaissant, donc ça, c'est les indices de fiabilité. Il n'y a qu'en connaissant la distribution de départ moyenne des catégories dans la population qu'on peut répondre à la question. Et je vais vous faire voir là sur deux exemples, c'est qu'il y a un sacré écart entre les indices de fiabilité et la réalité. Donc je prends deux exemples. Donc TMP, taux de personnes malades dans la population, FT, la fiabilité du test. Donc là, dans les exemples, on suppose qu'on a une fiabilité symétrique, mais sinon, il n'y a aucun souci pour avoir une fiabilité dans le cas positif et dans le cas négatif. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans les tests Covid. En général, c'est pas symétrique. Alors, je prends deux exemples. Le premier exemple qui prend l'indice de fiabilité du problème précédent, là 99%, et là on va supposer que le taux moyen de personnes positives dans la population, TMP, c'est 0,1%, 1 pour 1000, donc très très faible. Dans l'exemple 2, des données plus proches de celles du Covid par exemple, donc le taux moyen de personnes positives dans la population, 1%, c'est peut-être 2, 3%, 3, 4%, c'est entre 1 et 5 actuellement, peu importe. Et une fiabilité plus basse de 90%. Voilà. Donc là, on arrive à des données plus proches de celles du Covid, et puis les indices de fiabilité sont souvent de cet ordre-là lorsqu'on est au point logiciel de catégorisation sur des choses un peu succes. Alors donc là, à partir de là, on peut faire le calcul. Hein, donc
la probabilité d'être réellement positif si on sort avec un test positif. Donc c'est le nombre de vrais positifs, c'est le nombre de vrais positifs sur le nombre total de gens qui sortent avec un test positif, c'est-à-dire les vrais positifs et les faux positifs. Hein, donc ça c'est par rapport au diagramme bayésien de tout à l'heure, c'est l'exploitation directe du diagramme, pareil pour les négatifs. Et donc vous verrez là, si vous faites ce calcul, on arrive à ces résultats-là. Pour l'exemple 1, hein, donc fiabilité 99%, une personne sur 1000 touchée. Si on sort avec un test positif, en fait, la probabilité qu'on soit réellement positif, c'est de l'ordre de 9%. Donc ça fait 10 fois moins que l'indice de fiabilité. Hein. Pour l'exemple 2, c'est du même ordre. Hein, donc fiabilité 90%. 1% de personnes à peu près positives en moyenne dans la population. On passe le test positif, la probabilité qu'on soit réellement positif, c'est de l'ordre de 8%. Donc il y a un écart extrêmement fort avec les indices qu'on a calculés. Bah, c'est normal, c'est peut-être pas intuitif, mais c'est tout à fait normal. C'est comme ça que ça se passe. Si on peut conclure là-dessus, hein, donc que ce soit dans un contexte de dépistage d'une maladie ou dans un contexte data science, hein, un test binaire ou NR, hein, mise au point par apprentissage supervisé, un filtre anti-spam, voilà, catégorie C1, C2, etc. Voilà. On ne peut pas conclure sur l'efficacité réelle du test sans connaître les probabilités a priori de distribution des positifs et négatifs dans la population, ou des catégories C1 et C2 dans les objets qu'on va présenter, ou le pourcentage de mails spam par rapport aux mails qui sont OK. Donc on ne peut pas conclure sur l'efficacité réelle, l'efficacité opérationnelle, ce qu'on va observer. Et puis la deuxième conséquence de ce problème-là, de cette formulation, c'est que si les probabilités a priori de distribution des catégories, hein, positifs, négatifs, catégories C1, C2 dans la population sont très déséquilibrées, donc sont loin de 50%, l'efficacité réelle du test sera différente, elle peut être très très différente de la fiabilité annoncée. Donc les conséquences dans un projet data science, quand vous faites la livraison de votre catégoriseur à l'équipe métier ou à votre responsable ou celui qui a commandité le logiciel. Donc, à mon avis, il faut expliquer ce problème-là par rapport aux indicateurs de qualité que vous allez livrer. Hein. Sinon, il va y avoir une grosse déception. Hein. Vous livrez un catégoriseur qui est précis à 90%, qui sert à catégoriser des objets de deux catégories, C1, C2. La catégorie C1 environ se présente dans 1% des cas, voilà, c'est à peu près 1% des cas. Bon, bah, du coup, ce qui va être observé par l'utilisateur, c'est qu'en fait, la fiabilité du test, ça sera de l'ordre de 8%. Donc, il vaut mieux prévenir avant que de générer une grosse surprise. Sinon, moi, personnellement, sur les tests Covid, là, j'ai eu ce genre de réflexion ou de questionnement en direct. Je me rappelle avoir discuté ici avec le secrétariat de la mairie qui me disait, mais voilà, mon mari a passé le test, il était positif, puis en fait, il n'était pas malade du tout, tu te rends compte. Et puis, bon, voilà, j'en ai entendu souvent, j'ai entendu beaucoup de remarques de ce type-là. Bah oui, c'est normal, puisque les tests étaient annoncés à 90%, etc. On retient ce chiffre, 90%, et puis, non, la réalité, c'est qu'en fait, c'est pas du tout ça, quoi. Puisque le taux de personnes malades est faible et très très loin du 50%. Juste pour finir, oui, il y a quelques URL ici qui présentent ce problème d'une autre manière, plus intuitive peut-être. Et je voulais juste vous présenter le cas particulier où le
taux moyen de personnes positives, lorsque le taux moyen de personnes positives est à 50% pile, hein, donc si on reprend la formule de tout à l'heure, on remplace ce taux-là par 0,5, donc 0,5, 0,5, ici 1 moins 0,5, ça fait 0,5, donc on simplifie par 0,5, il reste ça sur ça, et donc il reste la fiabilité du test. Donc le seul cas où la probabilité réelle d'être positif lorsqu'on a passé un test et qu'il est positif, cette probabilité sera égale à la fiabilité annoncée que dans le cas où les populations positives, négatives, catégorie C1, C2, spam, pas spam, si les taux moyens, c'est 50%. Et dans tous les autres cas, ça sera dégradé. Le mieux pour se faire des idées précises de ce qui se passe suivant les fiabilités de test et les taux moyens de personnes, les taux moyens de personnes de catégorie plus ou moins, etc. C'est de faire un petit script Python, puis de faire varier les fiabilités et les taux les taux initiaux pour se faire une idée plus précise de ce qui se passe. Voilà. Donc, en fait, si vous devez retenir, enfin, à mon avis, il y a une chose de ça, c'est lorsque vous serez en opérationnel, lorsque vous présentez votre logiciel après apprentissage pour déploiement en production, etc., avec les indicateurs, passez un moment pour expliquer à la personne aux gens qui réceptionnent ça, quelle est la différence entre une fiabilité calculée, hein, et puis une fiabilité réelle qu'on va observer après en opérationnel. Ça évitera de grosses déceptions. Voilà, écoutez, moi j'ai terminé. Je vais couper le slide et puis repasser sur la... Tu peux garder les slides au cas où il y a des questions. Oui, d'accord. Donc justement, donc vu que la présentation est terminée, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans le chat de Twitch. Et puis Dominique pourra y répondre avec plaisir si vous n'êtes pas déjà aveuglé par les slides et que vous avez tenu jusque-là. Juste, oui. Si les gens m'entendent, là, moi ça m'intéresse de savoir si, parmi les gens qui sont là, s'il y en avait déjà pas mal qui connaissaient ce problème-là, ou si c'est nouveau, et puis si c'est surprenant, quoi. Est-ce que c'est contre-intuitif ou pas moi, pour l'instant, les échos que j'en ai, c'est que c'est très contre-intuitif, hein, et c'est peu connu, quoi, voilà. Oui, tout ce qui est statistique bayésienne, en général, ça surprend. Il y a beaucoup de paradoxes ou de choses comme ça qui font que c'est peu intuitif. Bah oui, les gens ont entendu ta remarque. Je sais pas s'il y en a qui rebondiront dessus. Il y avait déjà une première remarque de Marcel Chaffouin dans le chat qui dit donc une petite remarque concernant un test type Covid. C'est la probabilité d'une personne donnée d'être malade qui doit être prise en compte. Ça n'est pas pareil si on teste quelqu'un totalement au hasard ou si on teste quelqu'un qui présente des symptômes. Voilà, tout à fait, absolument. Tout à fait réel, ouais. Tout à fait, ouais. En fait, j'ai utilisé l'exemple du Covid parce que c'était c'était assez marquant. Moi j'ai entendu aucune information sur la différence entre une fiabilité de test et puis une fiabilité réelle. J'ai eu l'occasion d'entendre des plaintes de gens, ouais, vous vous rendez compte, machin, j'ai passé le test, patati patata. Voilà. Mais effectivement, c'est compliqué, c'est plus compliqué. Est-ce que le taux moyen de personnes qui sont positives, qui sont touchées dans la population, est-ce que c'est les gens qui ont eu le Covid il y a 3 mois, juste maintenant ou pas, enfin voilà. Hein. Mais si on fait le lien avec un problème de data science, de catégorisation, bon voilà, ça devient un peu plus clair. Hein, filtre anti-spam par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Oui, c'est sûr.
Il rebondit justement en disant que ce problème est souvent utilisé comme argument en défaveur du dépistage systématique de toute une population sur une maladie donnée, du fait du risque d'un nombre élevé de faux positifs. Oui, ben, en effet, si la maladie est très peu répandue, c'est vrai que du coup, comme tu l'as très bien dit, on obtient des tests Voilà. qui sont positifs, mais qui le sont réellement assez peu en fait. Voilà, c'est ça. Mais en fait, bon, après, bah, il suffit d'expliquer, hein, de dire, bah voilà, c'est presque une loi de la nature. Hein, c'est les maths qui disent ça, bon, enfin, qui sont un outil pour nous, hein, pour matérialiser en fait ce qu'on va observer en réel. Après, pourquoi c'est comme ça? Bon, après, il suffit d'expliquer le truc et puis, je sais pas, après, de dire qu'en fait, ben, ce qui est important, c'est que si vous, par contre, si vous sortez avec un test négatif, alors là, vous êtes quasiment certain d'être négatif, quoi. Hein. Oui, oui. Donc, Ça va pareil, dans l'autre dans sens un aussi, quoi. problème, voilà, dans un problème data science avec des proportions qui sont déséquilibrées, hein, donc là, déséquilibrées, donc très peu côté positif, beaucoup du côté négatif. Si vous sortez avec un test négatif, alors là, par contre, vous êtes au-dessus, votre probabilité d'être réellement négatif est au-dessus de votre indice de fiabilité. Hmm. Oui, ça écarte les probas Voilà. dans les sens opposés, quoi, finalement, par rapport à la fiabilité annoncée. Voilà, donc ça aurait pu être présenté comme ça, expliqué, et puis dire aux gens, ben, en fait, voilà, ça permet les gens qui sont positifs, négatifs, voilà, il y a aucun souci, tandis que les autres, il y a un risque qui Hmm. reste. Voilà. Oui, c'est vrai que ça n'a pas forcément été toujours bien présenté et expliqué, ça, Mm. la stratégie de, de test, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, comme quelqu'un me l'a fait remarquer dans un des cours que je donnais, je commençais généralement par ça pour accrocher un peu l'attention, quoi. Euh, en fait, si vous repassez un test sur la population qui a eu un test positif, alors déjà du coup, les données vont être plus fiables. Hein, parce Hmm. que, et donc, voilà, donc, en fait, si vous avez un test positif, il faut repasser un deuxième derrière. Ouais, ça commence à faire beaucoup de moyens, ça. Oui, oui, oui. Non, mais pour être sûr d'être positif, pour être sûr, pour éviter éventuellement la quarantaine de 2 semaines ou des choses comme ça. Quoi. Oui, c'est comme j'ai vu l'assurance maladie qui, bientôt qu'il va y avoir les autotests, qu'il avait recommandé de les faire 1 à 2 fois par semaine. Je sais pas si les gens s'y tiendront bien. Mm. Par contre, effectivement, dans une problématique data science, si vous livrez directement à des gens du métier, en fait, il y a très peu de gens qui sont voilà, qui connaissent ce problème-là. Donc, faut parer à la déception possible. Il faut expliquer avant. Hein. Hmm. Ok, très bien. Ah bah tiens, c'est dommage, mais non, les slides ont arrêté de sauter, donc c'est dommage que ça soit stabilisé en fin de Ouais. diffusion. Mais bon. De toute façon, on pourra. Là, le meetup a été enregistré, on pourra aussi également partager tes slides si tu le veux bien, Bien sûr, avec oui, les gens qui sont intéressés sur notre chaîne YouTube. Je oui. sais pas, je vais regarder s'il y a encore de nouvelles questions. Encore Marcel qui dit du coup une question un peu naïve. Est-ce qu'il y a des approches en data science plus bayésiennes qui prennent en compte ceci nativement? Je ne sais pas si la question a vraiment du sens. En fait, je pense que quand on livre, si on livre à des gens du métier, voilà, un test. Donc, on met au point un test de catégorisation. Déjà, il faut s'intéresser à la statistique initiale dans la population d'objets qu'on va tester. Hein. Par exemple, les spams, bon, ça va être des taux peut-être de 10, 20, 30% de spam par rapport aux mails qui n'en sont pas, voire proche de 50, etc. Il faut s'intéresser à ça. Hein. Si c'est déséquilibré, vous avez intérêt à expliquer le problème, mais peut-être le tester autrement. Alors par contre, ça va générer une sacrée déception. Hein. Vous livrez à quelqu'un un test, voilà, c'est bon, on est au top et ça donne 8%. Ah mince.
Bon, faut gérer la déception, hein, parce que comme c'est un problème qui est très peu connu, documenté, etc., bon, on a plutôt des indices en fait de 90, 95, 98%. Bon, ben, il faut gérer ça, quoi. Donc, une des possibilités de livrer un indicateur, un deuxième indicateur qui est la probabilité réelle, ben, c'est qu'en fait, c'est simplement d'appliquer la formule, de calculer, ou bien simplement de présenter une population au hasard. Hein. En apprentissage supervisé, on présente les positifs, on vérifie que c'est bien positif, sinon on corrige le système, et puis on passe au négatif éventuellement, ou enfin bref, donc on sait à quoi on a affaire. Mais là, en fait, il faut présenter une population d'objets prise au hasard, donc il va respecter les proportions moyennes, et puis noter le résultat à la fin. Hein. Ça va être le résultat opérationnel, quoi. Observable. Sinon, je ne connais pas d'autres moyens. D'accord, bon bah très bien. Je sais pas si ça répond à ta question, Marcel. Il y a une autre façon de faire que j'ai jamais eu l'occasion de tester et qui c'est peut-être pas possible dans tous les cas, donc quand on a une statistique déséquilibrée de la population sur les deux catégories ou les mêmes catégories, qu'importe, donc là positif, négatif, donc là sur les négatifs, on aurait intérêt à obtenir un test sur les négatifs le plus précis possible. C'est celui-là qu'il va falloir soigner, puisque c'est celui-là qui est très impactant, hein, au dénominateur du calcul qu'on faisait là. Hein. Donc le nombre de faux positifs. C'est le nombre de faux positifs qui démolit qui divise la fiabilité de départ par 2, ou là, dans le cas, c'était par 10. Donc, on a peut-être, si c'est possible, on a intérêt à avoir, si possible, des fiabilités déséquilibrées et de faire en sorte que, enfin, il ne faut pas hésiter à avoir des fiabilités déséquilibrées et de faire en sorte que de bien insister sur la fiabilité du test sur les négatifs. Ça justement, est-ce que quand il calibre les tests, est-ce qu'il prend en compte ça aussi, la probabilité a priori, par exemple, d'être malade pour pouvoir un peu mieux calibrer les tests et peut-être avoir une fiabilité de faux positifs et de faux négatifs qui ne soit pas la même? Bon, il y a souvent, suivant ce qu'on utilise comme technique, pratiquement tout le temps, la possibilité d'insister plus sur les vrais positifs ou les vrais négatifs, hein, ou bien par effet miroir de minimiser davantage les faux positifs ou les faux négatifs. Il y a toujours cette possibilité en apprentissage. Hein, il suffit de mettre un poids plus fort sur une erreur de tel type, quoi. Mais donc en fait on peut essayer de jouer là-dessus au moment de l'apprentissage. Oui, en apprentissage, oui, mais après, je disais plus par rapport aux tests de maladie, etc. Je sais pas s'ils ont toujours cette possibilité-là de jouer là-dessus. Ben non, sur les tests de dépistage de maladie, c'est quand même compliqué. Enfin, c'est des tests biochimiques. Enfin, mais dans la mise au point d'un catégoriseur data science, il y a beaucoup de domaines où on préférera une fiabilité déséquilibrée suivant la nature du problème. Ok, très bien. Je vois qu'il n'y en a plus de questions dans le chat. Tu as bien répondu à Marcel. Donc je propose qu'on en reste là, sauf si tu veux ajouter un dernier mot. Non, très bien. Bon, merci pour ces questions et puis à la prochaine, quoi. Ouais, en tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir. C'était assez plus court que d'habitude, mais c'était tout aussi instructif. Donc merci à toi d'avoir présenté. Voilà, tant mieux si c'est le cas, et puis ben, à bientôt, et tout de bon, et pensez à sortir. Hein. Oui, voilà.
Et puis nous, on se dit à une prochaine fois pour un meet-up, en espérant que ça soit plus en visio mais en présentiel. Donc il y aura peut-être un d'ici la fin du mois de juin, et sinon après on se retrouvera à la rentrée prochaine en septembre, après l'été. Un été D'accord, bien mérité, enfin avec des vacances qui seront bien méritées après tout ce qu'on a enduré. Voilà. exactement. Bon, Merci à vous. Allez, au revoir. au revoir.